Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Nous voici donc arrivés au milieu du chemin, à la 6e séance, et en abordant tour à tour les dimensions monumentales, liturgiques, textuelles, du souvenir ambrosien, au fond, qu'est-ce qu'on a fait vraiment? On a tenté d'arrimer la divagation de la mémoire d'Ambroise à des ancres, l'empêchant de s'éloigner trop loin, sinon du passé tel qu'il fut, du moins du passé tel qu'il fut ressenti, de manière irréductible, par un homme qui répondait au nom d'Ambroise, par cette singularité que j'ai tenté de définir comme le reste d'une opération historiographique de décapage du souvenir. Ces ancres, j'ai proposé de les appeler des lieux, au sens fort que loci, en latin, donne pour dire l'espace, pour dire le rituel, pour dire le texte. Et on a tenté de reconnaître des constellations du temps, des étoilements, des étirements, des étalements, bien davantage en somme que le sage ordonnancement de lieux de mémoire. Et dans cette géographie mouvante du souvenir, dynamique, vivante, c'est, au fond, je crois, la dispute des mémoires qui nous a semblé le ressort le plus puissant pour comprendre la mise en présence énergique du passé dans l'aujourd'hui. Et pour l'exprimer, je continue mon résumé des chapitres précédents, j'ai tenté d'employer tour à tour bien des motifs, le palimpseste, la citation, la rémanence, le remploi, également la figure du revenant. Mais qu'avons-nous fait, au fond, sinon définir les contours de ce que j'appellerais maintenant la disponibilité sociale du souvenir ambrosien? Disponibilité, ça veut dire qu'il y a dans le passé, logé dans le passé, du temps disponible. On peut en disposer pour construire des contemporanéités, pour les bricoler à notre main, pour s'emparer des traces, afin de ne pas se laisser dominer par l'aura d'un grand nom trop intimidant. Voilà ce que j'ai peut-être derrière la tête en vous proposant ce parcours exotique et éprouvant, j'en ai conscience. On dit communément, à la suite des réflexions de François Hartog sur les régimes d'historicité, que nous vivons aujourd'hui sous le règne mortifère et stérile du présentisme. Il appelle présentisme à la fois cette crise de l'avenir, nous sommes incapables de nous en former une idée entraînante, et un encombrement du passé. Nous en disposons si mal du passé qu'il nous contraint de sa surprésence obstinée, qu'il nous empoisonne. Pour moi, présentisme, c'est encore trop dire, car dès lors que nous vivons sous la coupe des prophètes, d'une part, et des passéistes, d'autre part, c'est le présent lui-même qui nous est dérobé, l'incapacité de vivre au présent, le dépérissement du vierge, vivace et bel aujourd'hui qui caractérise ces temps indisponibles. Donc, délimiter la disponibilité sociale du passé, c'est au fond rappeler que si le passé a autorité sur le présent, cette autorité n'est jamais tyrannique. Elle se négocie. Et ce théâtre des négociations, c'est ce qu'on appelle la mémoire. Tout ne sera donc pas possible dans ces bricolages par lesquels une société s'invente à chaque moment un passé commun que l'anthropologue Roger Bastide appelle justement un bricolage. Je fais allusion à un article essentiel qu'il a fait paraître dans l'année sociologique en 1970 sous le titre « Mémoire collective et sociologie du bricolage ». Donc voilà. Jusque-là, nous avons tenté de définir quelque chose comme une grammaire des appropriations du souvenir ambrosien. Comme toute grammaire, elle comporte des contraintes. C'est dans cette grammaire qu'on peut désormais articuler des énoncés historiques que nous allons désormais, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin, dérouler dans l'ordre chronologique. Puisque nous avons la grammaire, nous allons commencer à parler, à évoquer dans le langage ces instants ambrosiens successifs, cette succession des Ambroises posthumes, leurs variations à travers les temps.
Et elle ne se pourra dire que dans cette grammaire. C'est-à-dire que, par exemple, on ne pourra jamais faire qu'Ambroise devienne, à un moment donné, un partisan fervent du pouvoir impérial à bousculer les dogmes de l'Église, puisqu'on a vu que ce n'était pas disponible dans ces lieux, justement. Donc, c'est à partir de la disponibilité de ce que nous avons appelé tour à tour, au fur et à mesure, des séances, des biographèmes, des monuments, des liturgies, des textes que se combinent, s'inventent, se pratiquent désormais une politique de la mémoire. On pourra en atténuer certains de ces traits, on pourra en accentuer d'autres, mais c'est toujours avec ce stock qu'il faudra agir. Je dirais que les cartes sont sur la table et que c'est avec elles qu'il faut jouer, qu'on ne peut pas en sortir de sa manche et qu'on ne peut pas inventer, à partir de maintenant, un Ambroise qui viendrait de nulle part. Donc, la séance d'aujourd'hui doit nous faire parcourir la première étape à très grandes enjambées jusqu'au XIIe siècle, et c'est pourquoi je l'ai mise sous le haut patronage, si j'ose dire, c'est son titre, des papes, des évêques et des empereurs, puisque ce jeu à trois constitue le principal moteur de cette politique de la mémoire. De quand ferons-nous repartir notre histoire? Du vivant d'Ambroise ou de sa mort? Du moment où il se fait l'architecte de sa propre mémoire, souvenez-vous, la semaine dernière, si j'ose dire, lorsqu'il composait sa correspondance, ou du moment où cet édifice commence déjà à se lézarder, à se fissurer. Souvenez-vous également, c'était la deuxième séance de ce banquet à Carthage, chez le diacre Fortunat, où quelqu'un, un prêtre milanais, a commencé à dire du mal de lui. Alors, Augustin demanda à celui qu'il avait si bien connu, Paulin de Milan, son secrétaire, d'écrire afin que plus rien désormais ne soit retranché, retraeret, de sa mémoire. Et lorsque Paulin achève de rédiger cette vita, soit en 412, soit en 421, eh bien le souvenir ambrosien a déjà une fois vacillé en ces années où Augustin passe son temps à rétablir la chronologie de ses écrits, les rassembler, les relire, les corriger. C'est terrible les dernières années d'Augustin parce qu'il sent effectivement que tout prend l'eau de toutes parts, et puis, vous le savez, il écrit ses rétractations, c'est-à-dire une manière de mettre en ordre, et d'extraordinaires moments d'affirmation de l'auteur sur son œuvre, et ce, jusqu'en 430, lorsqu'il meurt en 430 à Hippone, assiégé par les Vandales, il est seul, il lit les psaumes. Et à ce moment-là, effectivement, le souvenir ambrosien également, même s'il peut reposer sur cette base hagiographique indiscutée et sûre et stable de la Vita Ambrosi, lui aussi est ballotté par ce qu'avec Robert Marcus, j'ai appelé la crise de conscience de l'identité chrétienne. De ces siècles, sinon obscurs, du moins obscurcis par la rareté documentaire, on ne peut prétendre faire l'histoire linéaire. Donc ça veut dire que du 5e au 8e siècle, quelques vestiges archéologiques, des réminiscences liturgiques, des traces textuelles que l'on reconstitue de loin en loin. Mais vous vous en souvenez, aucune tradition manuscrite qui s'aventure si loin, toutes butent sur la période carolingienne. Alors l'historien avance à tâtons. Alors, dans la brume, il repère les lueurs faibles des phares et balises, des relais du souvenir ambrosien. Il faut qu'il y ait des gens qui relaient la mémoire. Le premier, sans doute, se nomme Hénode de Pavie. Et Stéphane Giovanni, qui est l'éditeur de sa correspondance, a souligné son rôle de refondateur de l'Église milanaise. On va voir que ce ne sont pas des histoires de fondation, mais toujours de refondation. Pas des histoires de commencement, mais toujours de recommencement. Hénode de Pavie est né à Arles en 474. Il s'est installé en Italie du Nord. Il est devenu secrétaire, lui aussi, d'un évêque qui s'appelle Épiphane de Pavie. Et à la mort de cet évêque, en 496, ou 497, on ne sait pas, il passe au service d'un autre évêque, mais de Milan, c'est une promotion, l'évêque de Laurent, et il exerce comme diacre de 502 à 512. Nous sommes au temps du royaume ostrogoth.
de Théodoric le Grand, dont Hénode de Pavie composera le panégyrique. Bon, cela dit, l'histoire d'Hénode de Pavie, c'est l'histoire d'un échec politique. Il rêvait de devenir évêque de Milan et il n'a été qu'évêque de Pavie, de 514 à sa mort en 522. Et de là, son activisme dans la remémoration de celui qu'il appelle dans sa correspondance notre Ambroise, Ambrosius Noster. Donc le premier à relever le souvenir ambrosien, c'est pour des raisons pleinement intéressées, c'est parce qu'il veut lui-même devenir un nouvel Ambroise. Cet activisme littéraire, d'abord, Hénode est un grand poète, très raffiné, presque obscur, à l'œuvre considérable. D'abord, il rédige des hymnes à la manière d'Ambroise, c'est-à-dire, nous sommes désormais autorisés, avec tout ce qu'on a dit la semaine dernière, de les appeler au fond des hymnes ambrosiens. Et ces hymnes ont été étudiés récemment dans sa thèse par Céline Hurlacher-Brecht. L'un de ces hymnes est précisément consacré, l'un de ces hymnes est précisément consacré à la figure d'Ambroise, l'Hymnus Sancti Ambrosii, et l'évêque y apparaît comme fondateur et source de gloire de l'Église de Milan, luttant avec autorité et puissance contre les hérétiques et tenant ferme le gouvernail de l'Église. Donc, il s'agit d'un nouveau modèle de sainteté épiscopale qui est très politique, celui-là même que développait ce cas unique de biographie épiscopale chrétienne qu'est la vie ambrosienne de Paulin de Milan, qui exaltait une sainteté de fonction distante du modèle de la littérature martyriale. Cas unique, j'ai dit, ou presque, puisque l'autre exemple, c'est justement la vie d'Épiphane par Hénode de Pavie, où on retrouve le même équilibre entre la maîtrise de l'éloquence, l'excellence de la vertu et le courage politique. Cassiodore, dans ses Institutions, qui est le grand contemporain d'Hénode dans l'Italie de Théodoric, fait aussi le portrait d'Ambroise comme pasteur et orateur. Donc on a l'impression qu'à ce moment-là, c'est déjà, je dirais, la mémoire qui s'est constituée d'Ambroise. Mais il le fait sans tenir compte de l'ancrage milanais. Or, évidemment, la spécificité des notes de Pavie, c'est qu'il va ramener toute cette histoire au siège de Milan, notamment en écrivant 13 chants, Carmina, qu'il consacre aux évêques de Milan, depuis Ambroise, considéré comme le fondateur, jusqu'à Laurent, celui qu'il défend. Il y a 13 évêques déjà. Et évidemment, ce qu'on va chercher, ce fil ténu de la mémoire ambrosienne, d'abord, il se caractérise par les listes épiscopales, la succession des évêques, et d'ailleurs aussi la géographie de leur sépulture. C'est ce qu'a montré, par exemple, un historien qui s'appelle Jean-Charles Picard, qui a étudié ça. Et d'ailleurs, Ambroise n'est pas le premier évêque, c'est le 11e, si on prend tous les héros un peu mythiques, les évêques usurpateurs, etc. C'est le 11e dans la liste. Et déjà, voilà, Hénode en fait le premier parce qu'il refonde l'église de Milan. Au fond, il n'est pas le premier, il est le principe d'une succession épiscopale. Or, cette grandeur milanaise ne l'exempte en aucune manière de l'autorité pontificale dont Hénode est par ailleurs l'un des défenseurs ardents. Ambroise est donc le nom d'une refondation de l'Église milanaise comme l'un des fondements de l'Église universelle dominée par Rome. Donc voilà comment, déjà, vous voyez, ce jeu à trois, évêque, empereur, pape, commence à pencher vers Rome. L'époque carolingienne va se ressaisir de cette reconstruction mémorielle avec d'autant plus de vigueur qu'elle faisait suite à une éclipse du souvenir ambrosien suite aux invasions lombardes. Puisqu'après les Ostrogoths, en 568, il y a les Lombards, et les Lombards sont ariens. Donc évidemment, on comprend que le souvenir de celui qui a lutté si énergiquement contre l'hérésie arienne eh bien, est indésirable et même encombrant. Il n'est guère opportun alors, au temps par exemple du roi Rothari, qui règne de 636 à 652, de rappeler Ambroise. D'ailleurs,
Les successeurs d'Ambroise, les archevêques de Milan, ont quitté Milan. Ils ont fui l'invasion lombarde pour fonder à Gênes une église qui est dédiée à saint Ambroise. Donc pendant un siècle ou presque, de 569 à 659, du point de vue du gouvernement de l'Église, Milan n'est plus à Milan, mais à Gênes. Et c'est un archevêque de Milan en exil à Gênes, qui s'appelle Deusdedit, que le grand pape Grégoire le Grand, en octobre 600, dans une lettre qui est adressée donc à cet archevêque, pour la première fois, évoque cette expression « Vicarius Sancti Ambrosii ». Tu es le vicaire de saint Ambroise. Alors, on ne sait pas si c'est la première fois que l'expression est employée, mais c'est la première fois qu'elle est attestée dans notre documentation. Or, c'est tout à fait saisissant de voir que c'est un pape qui, le premier, l'emploie, exaltant donc la figure d'Ambroise comme fondateur d'une tradition épiscopale, mais pour ancrer l'Église milanaise dans l'orbite pontificale. Bref, Ambroise n'est plus à Milan, et pendant ce temps-là, Milan oublie Ambroise. La référence ambrosienne disparaît, même comme Claire Sautinel l'a montré, des controverses théologiques et doctrinales, et c'est encore vrai sous le règne du roi Liutprand, 712-744, où est rédigé, en 739 précisément, un éloge de Milan, Versum de Mediolano Civitate, où on évoque le saint évêque avec distance parmi d'autres. Enfin, il a perdu à ce moment-là sa prééminence. Dans ce contexte, et par réaction à l'idéologie lombarde, la conquête franque, 774, vous voyez que je cavale, hein, enfin, j'oublie pas que normalement, ma chaire s'appelle 13e, 16e, donc je suis quand même loin de mes bases. 774, la conquête franque impose une réconciliation mémorielle entre la cité et son patron. Et vous voyez qu'il n'est pas, vous voyez pourquoi il n'est pas accidentel, me semble-t-il, qu'à chaque étape de notre parcours jusque-là, lorsque nous traitions successivement des dossiers de la tradition hagiographique, de l'archéologie monumentale, de l'invention de la spécificité liturgique ou de la canonisation du corpus textuel, à chacune de ces étapes, nous retrouvions le moment carolingien, non seulement comme buté dans nos tentatives d'histoire régressive de la mémoire, on ne pouvait pas aller au-delà ou en deçà, mais comme temps de cristallisation de la mémoire ambrosienne. Ces temps-là s'incarnent en des figures d'évêques qui se présentent eux-mêmes comme des nouveaux Ambroises. Alors je passe le premier, cet Eugène fantomatique, le défenseur du rite ambrosien contre les prétendues agressions carolingiennes, parce que c'est un faux départ en somme, mais je reviens sur celui que nous avions évoqué dès le début, qui est Angilbert II, l'évêque de Milan de 824 à 859, qui est le commanditaire à la fois de l'Hôtel d'Or et peut-être, si l'on en croit Paolo Tomea, vous vous souvenez, de cette Vita carolingienne, qui est la deuxième, qui raconte la vie d'Ambroise. Et en tout cas, ce qui raconte la vie d'Ambroise, les épisodes, les biographèmes, c'est aussi évidemment dans le métal repoussé de l'Hôtel d'Or. C'est cette réconciliation de la mémoire d'une ville et de son évêque, sous l'autorité effectivement des francs, puisque Angilbert est un franc, c'est vraiment un évêque franc de choc qui effectivement est dans la politique carolingienne en plein. Elle passe par un remploi, y compris sur le plan funéraire, puisque c'est Angilbert II, je le rappelle, qui a réuni les corps d'Ambroise et des martyrs Gervais et Protais dans un seul sarcophage de porphyre. Or, le porphyre, de couleur pourpre, a évidemment une valeur impériale. Très vite, on dit c'est le sarcophage d'un empereur, de Valentinien II. C'est probablement inexact, mais cette inexactitude dit une exactitude symbolique, c'est-à-dire que de fait, c'est l'effet que ça devait produire.
dans l'épitaphe à Ambroise des Carmina d'Hénote de Pavie, le poète évoque le pourpre royal qui resplendit sous l'écorce de la langue. Et comme l'a montré Stéphane Giovanni, la langue de pourpre est dans la rhétorique administrative des royaumes ostrogothiques, burgondes, francs, et particulièrement sous le règne de Théodoric le Grand, l'idiome du pouvoir, qui construit l'autorité des évêques et des rois sur une grande langue d'apparat. Donc dire une langue de pourpre, ça veut dire effectivement la toute-puissance d'un pouvoir qui s'autorise de sa parole. Donc par conséquent, la cristallisation milanaise de la dévotion ambrosienne au IXe siècle apparaît clairement comme un moment carolingien. Ça, je ne fais que le récapituler, puisqu'on l'a vu chaque semaine. Et elle se comprend bien que dans l'effort idéologique d'une lignée d'évêques francs qui est attachée à remployer, au sens fort, au sens archéologique, les dépouilles du souvenir ambrosien pour construire l'édifice glorieux d'une renaissance impériale de Milan sous l'égide de Charlemagne et de ses successeurs. Revoilà donc le jeu à trois, pape, évêque, empereur, basculé du côté de l'empereur. Alors évidemment, comme dans tout remploi, vous vous souvenez de l'argument, il y a du reste. Il y a du reste inassimilable. On ne va pas pouvoir aller très loin dans le rappel de l'opposition d'Ambroise à la prétention qu'avait l'empereur, Théodose en particulier, d'intervenir dans le dogme. C'est pour cela qu'intervient effectivement ce personnage qui dit à la fois l'alliance entre les Francs et les Milanais et aussi une sorte d'orthodoxie respectueuse de la figure impériale qu'est Saint Martin. Et c'est pourquoi on a besoin d'écrire une nouvelle vie, la vie carolingienne à ce moment-là. Cette histoire qui est, vous le voyez, l'histoire de la réappropriation carolingienne, donc impériale, du souvenir ambrosien, on peut la suivre à travers les évêques qui ont voulu être des nouveaux Ambroises. Il y a eu effectivement Gilbert II, je pourrais parler de Hansperto 868-881, qui a fondé un scriptorium et qui, lui aussi, en plus, il a eu le bon goût de mourir un 7 décembre, qui est le jour anniversaire de l'ordination d'Ambroise. Donc évidemment, sa fête s'assimile par contiguïté du souvenir à son grand prédécesseur. Mais ensuite, on perd un peu la trace. Cette histoire, je l'ai dit, est discontinue. Son fil se perd encore, presque, en grande partie, au Xe siècle. Il y a encore un siècle où l'intensité de l'enregistrement documentaire s'affaisse un petit peu. Ce fil devient si ténu qu'il est tout près de se rompre. Et en filant ainsi la métaphore textile, c'est le cas de le dire, je me livre d'ailleurs pas à un jeu aussi gratuit qu'il n'y paraît, puisque c'est un tissu qui témoigne, toujours dans cet espace monumental polarisé par la basilique de Sant'Ambrogio, du nouvel accroc de la mémoire dont je souhaite parler. Le trésor de la basilique, en effet, conserve des fragments d'une dalmatique en soie rouge, oui, parce que le corps saint est un corps conducteur de sainteté. Et pour le toucher, on le touche à travers ses vêtements. Mais cette dalmatique en soie rouge, qui est cousu avec un bout de doublure jaune dont on dit qu'il est celui d'Ambroise lui-même, il est enrubanné par un long ruban où court une inscription en lettres bleues qui identifie la dalmatique comme étant celle d'Ambroise et le ruban qui le protège comme un don de l'évêque Haribert. Alors, c'est très beau du point de vue de l'histoire des tissus, parce que c'est en même temps des remplois de tissus de la dynastie mawanide orientaux avec des
des caractères koufiques, mais je ne parle pas de ça, je parle juste de ce raccord au sens propre de la couturière. Mais anthropologiquement, le texte et le tissu, vous savez, sont liés, de ce nouvel évêque, Aribert, 1018-1045, ça y est, nous avons passé l'an 1000, 1018-1045, qui se fait, au fond, le protecteur, défenseur, à travers ce geste de la dalmatique enrubannée d'Ambroise. Qui est-il, ce nouvel Ambroise? Ariberto d'Intimiano, Aribert, pour les Francs. Archevêque de Milan de 1018 à 1045, je l'ai dit, c'est le grand homme de la réforme de l'Église à Milan. Par sa politique active de mécénat, on lui doit, entre autres commandes d'œuvres d'art, un grand évangéliaire qui est célèbre et luxueux pour la cathédrale, et il s'inscrit dans un programme global de reconstruction du pouvoir épiscopal. C'est le promoteur énergique de l'autonomie, de la puissance, de la suprématie de l'institution ecclésiale, notamment en s'appuyant sur le chapitre canonial de Sant'Ambrogio qu'il favorise. Et comme l'a montré Cinzio Violente, qui est le grand historien de la société précommunale milanaise, eh bien, il fut considéré comme un authentique successeur d'Ambroise. Son combat contre les hérétiques de Montfort et près d'Asti en 1027 a marqué les esprits, et la tradition le présente comme, j'y reviendrai la semaine prochaine, l'inventeur du carroccio, c'est-à-dire du char de parade, en 1039, le char porte-bannière des milices milanaises, symbole de son identité civique et de son unité politique, et sommet, surmonté de l'effigie d'Ambroise. À cette date, 1039, s'opère le retournement de l'alliance impériale qui confère à Ariberto d'Intimiano la stature ambrosienne du Defensor Civitatis. En arrachant à l'évêque de Monza le privilège de couronner le roi Conrad II de la couronne de fer du roi d'Italie, l'archevêque de Milan poursuivait d'abord une politique, je dirais carolingienne, post-carolingienne, de fidélité impériale. D'abord avec succès, il accompagne le roi Conrad en 1027 lors de son voyage à Rome pour le couronnement impérial. Il y gagne la suprématie la reconnaissance de la suprématie du siège milanais. À ce moment-là, en gros, tous les évêques du Regnum Italicum sont considérés sous la coupe de cet évêque qu'on appelle précisément archevêque, parce qu'il est au-dessus. Mais bientôt, la contestation des vavasseurs rend cette alliance intenable, et la rupture intervient en 1037. Aribert est retenu prisonnier dans un château près de Plaisance par Conrad II, qui assiège la ville de Milan. Voilà la première fois qu'un empereur assiège Milan. Et c'est à ce moment-là qu'intervient un épisode crucial pour la mémoire ambrosienne. Alors que l'empereur entendait la messe de la Pentecôte dans le castrum épiscopal de Corbetta, Ambroise serait apparu miraculeusement pour le mettre en garde contre l'offense faite à l'archevêque de Milan. Apparu, en songe, un revenant, une histoire de fantôme. Et la tradition milanaise va reprendre et amplifier cela, le dramatiser évidemment chez Galvano Fiamma au XIVe siècle. Ça met en scène un Ambroise armé d'un glaive menaçant l'empereur de mort en lui faisant des yeux terribles. Bon, il y a là un précédent d'autres histoires de fantômes que je raconterai dans une semaine ou dans 15 jours sur la question, effectivement, lorsque Ambroise revient pour menacer les puissants. L'épiscopat d'Aribert marque donc la première apparition du revenant ambrosien pour en imposer à un empereur à un moment clé de l'histoire milanaise, puisque la succession de l'évêque en 1045 ouvre les troubles de la Pataria, dont je vais dire un mot, c'est-à-dire de la grande confrontation entre les réformateurs
ceux qui veulent la réforme de l'Église et ceux qui ne la veulent pas. Mais vous l'avez compris, le jeu ambrosien, désormais, se joue à trois et c'est nouer les fils essentiels et politiquement utiles de son souvenir, la résistance contre l'agression impériale, la défense de l'intégrité et des valeurs civiques de la ville, la lutte contre l'hérésie. Seulement à ce moment-là, on est dans ce moment précommunal où, d'une certaine manière, la réforme de l'Église, qui impose la libertas de l'Église, précède et prépare l'affirmation de la libertas communale, que nous allons aborder la semaine prochaine. Grégoire VII, le pape qui donne son nom à la réforme de l'Église grégorienne. Grégoire VII, évidemment, commence, on le sait, ça c'est connu, la grande confrontation entre la papauté et la royauté germanique. Vous savez, il refuse que les évêques soient nommés par des laïcs. Le concile de Worms, alors, le destitue, où l'empereur Henri IV veut destituer le pape, prononcer la déposition du souverain pontife, et alors le pape Grégoire VII excommunie le roi des Romains, qui est soumis à une révolte des barons et obligé donc de traverser les Alpes et de se rendre à Canossa, d'où l'expression « aller à Canossa », le 25 janvier 1077, où il s'agenouille devant la comtesse Mathilde de Toscane, en présence du pape Grégoire VII, qui accepte alors de lever l'excommunication. Et évidemment, dans les chroniques qui relatent l'épisode, et notamment celle de Berthold de Reichenau, comment pourrait-il résister à évoquer le précédent fameux d'Ambroise et de Théodose, c'est-à-dire le modèle même de la pénitence souveraine. Et donc Ambroise sert à justifier à ce moment-là la prétention des papes à humilier les empereurs, humilier rituellement de cette forme de pénitence publique qui forme évidemment, qui articule et en fait qui négocie les rapports entre ces deux universalismes. Donc, c'est à l'ombre bienveillante d'Ambroise que se noue l'accord entre Rome et Milan contre l'empereur. Comme l'a montré Fabrice de Livray, Ambroise constitue toujours une ressource mémorielle puissante pour tous ceux qui désormais veulent lutter contre les schismes. Par exemple, Bernard de Clairvaux, Saint Bernard, qui, dans les années 1130, lors du schisme d'Anaclet, Anaclet II était un pape ou un antipape qui s'opposait, soutenu qu'il était par le roi normand Roger II de Sicile, et par la plupart des Romains d'ailleurs, à Innocent II. Et Bernard de Clairvaux s'est opposé vigoureusement à Anaclet et a réussi à résoudre le schisme. Dans un sermon qui a été donné en 1163, soit 10 ans après la mort de Bernard, le grand ordonnateur de ses écrits, Geoffroy d'Auxerre, abbé de Clairvaux lui aussi, le compare pour cela à Ambroise. Il a extirpé le schisme comme l'évêque de Milan a extirpé l'arianisme, et c'est cela qui est très saisissant, Bernard n'est pas seulement le nouvel Ambroise, au sens où il s'en inspirerait, où il prendrait modèle sur lui. Non, il est, écrit Geoffroy, Ambrosius redivivus, c'est-à-dire un Ambroise revenu à la vie. Donc, il faut comprendre ça. Et d'ailleurs, il continue, Geoffroy d'Auxerre, en disant « C'est si vrai que si quelqu'un ouvrait le tombeau d'Ambroise, il ne le trouverait plus. » Donc ça veut dire que, quand je dis les nouveaux Ambroises, ça veut dire qu'il revient. C'est sérieux. Enfin, c'est sérieux ou pas, ça dépend si on croit aux histoires de fantômes. Mais je veux dire que ce thème des revenants, évidemment, il constitue vraiment une mise en présence efficace du passé dans le présent. Alors, je dis que le nomen Ambrosii est dans les troubles de la Pataria
c'est-à-dire de cette hérésie qui a un mouvement évangélique. D'un mot, qu'est-ce que c'est que la Pataria? C'est un mouvement évangélique qui a rassemblé des clercs, mais aussi des laïcs, qui étaient heurtés par la puissance de l'Église milanaise et les mœurs relâchées de son clergé. Et donc les Patarins sont des formes de réformateurs radicaux que la papauté, ou du moins un groupe romain autour du pape Hildebrand, réussit un temps à instrumentaliser pour assimiler la simonie, le nicolaïsme, à l'hérésie. Bon, mais comme ce sont des réformateurs radicaux, eh bien, comme toute, vous savez, une hérésie, c'est une réforme qui échoue, ou une réforme, c'est une hérésie qui réussit. Donc, dans un premier temps, on les utilise, et puis comme ils vont trop loin, à un moment, évidemment, on les lâche en rase campagne, et c'est ce qu'on appelle une hérésie. Donc, ils sont évidemment, à un moment, considérés comme hétérodoxes, et d'ailleurs, patarin est le mot le plus courant en italien pour désigner l'hérésie. Ce qui est important, c'est que la Pataria est considérée par les historiens comme le moment clé de l'effervescence précommunale. D'ailleurs, il est très intéressant de considérer, là encore ce n'est pas accidentel, que les derniers troubles documentés en Lombardie datent de 1096, alors que la première attestation de la commune milanaise date de 1097. Il y a là plus qu'une simple coïncidence, il y a là une prise de relais. Car la commune, et c'est cela qu'on étudiera la semaine prochaine, la commune prend le relais de la réforme en tant qu'elle est fondamentalement une aspiration à l'ordre et à la justice. Donc, en ces temps, qui sont des temps troublés où s'opposent les partisans d'une réforme radicale, donc un temps soutenu par Rome, et ceux qui s'y opposent, la référence ambrosienne, et qui est là évidemment disponible dans cette littérature canonique, des collections canoniques dont j'ai parlé, eh bien elle revient, mais dans les deux camps, elle ne choisit pas son camp. Les adversaires se disputent sa mémoire, mais ni les uns ni les autres ne parviennent à le compromettre définitivement. Ça veut dire qu'Ambroise peut servir aussi bien à dire la prééminence romaine qu'à dire la spécificité milanaise. Retenons en tout cas une chose pour l'instant, à l'épreuve de ce présent brûlant qu'est l'exigence contrariée de la réforme, le passé ambrosien suscite à la fois des usages concurrents et des accusations réciproques de mésusage. Il demeure en tout cas pleinement disponible pour d'autres appropriations politiques. Et c'est cette question de la politisation, de l'appropriation religieuse d'Ambroise que je voudrais évoquer à présent. Et pour ce faire, eh bien, nous allons nous situer à la porte de Milan, à la Porta Romana, au seuil de la cité. La Porta Romana de Milan, dont les bas-reliefs donnent à voir le plus ancien cycle iconographique conservé, le premier programme laïque destiné à orner les portes de la ville. Ce sont les consuls de Milan qui l'ont commandé en mars 1171 pour exalter la force morale d'une communauté politique qui a su exalter la force morale, qui a su se relever de ses ruines et ce faisant constituer le premier exemple d'art communal. D'un mot, mais les choses sont bien connues, l'empereur Frédéric Ier Barberousse, depuis le milieu du XIIe siècle, prétend relever les droits impériaux qui lui échappent partout en Lombardie de son royaume, donc d'Italie. Milan est à la tête de la Ligue lombarde qui s'oppose à l'empereur, et donc ce qu'on sentait venir, c'est-à-dire la grande confrontation entre l'Église de Milan alliée à Rome et la
le pouvoir de l'empereur, eh bien, a lieu, et elle a lieu de manière dramatique, puisque la destruction de la ville par l'empereur Frédéric Ier Barberousse en 1162 constitue évidemment je dirais le souvenir, le trauma originel de la mémoire civique de la ville. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur ces bas-reliefs? Il y a deux choses représentées. D'abord, après la destruction de la ville en 1162, la constitution de la Ligue lombarde dont Milan prend la tête et la victoire, les premières victoires sur les impériaux. De tout cela, je parlerai surtout la semaine prochaine, c'est une sorte de teasing. Les Milanais reviennent chez eux. Les Milanais retournent à la maison alors que la ville a été en partie détruite. Je vais expliquer ce que ça veut dire que cette destruction. Retour des Milanais dans leur cité reconquise le 27 avril 1167. Mais dans le même temps, la Porta Romana montre à la fois le retour des Milanais et l'expulsion des Ariens. Au moment même où les Milanais rentrent dans leur ville retrouvée, les Ariens en sortent. Et celui qui chasse les Ariens, eh bien, est ici clairement désigné par son titulus, c'est-à-dire Ambrosius. Pour comprendre ce choc des temporalités et des antagonismes visuels, il convient d'abord de rappeler combien la destruction de la ville par Barberousse est fondatrice de la conscience civique milanaise. Encore faut-il évidemment s'entendre sur le terme de destruction. Ça, c'est un plan que j'aime bien, qui est un plan reconstitué du siège de Frédéric Barberousse en 1162, du siège de la ville de Milan en 1162, et c'est un plan du XVIIIe siècle, et vous voyez, alors évidemment de manière complètement fantasmatique, vous voyez les différentes troupes impériales qui se massent autour des portes. Et celle dont nous allons parler, c'est évidemment la plus importante des portes, c'est-à-dire la Porta Romana, celle qui évidemment ouvre vers l'accès monumental de Milan. Mais ce qui a été le geste urbanicide de Frédéric Barberousse, qui a moins détruit la ville que, je dirais, son enveloppe monumentale, notamment en arasant les portes et les murailles pour humilier symboliquement la cité dans sa prétention à s'autogouverner, ce qui a été très puissant dans ce qui est un rituel d'humiliation publique, c'est qu'il a, au fond, retourné la logique urbanocentrique de Milan contre elle-même. C'est-à-dire que toutes les portes de la ville s'appellent du nom des villes où elle mène. Donc la Porta Ticinese est vers Pavie, la porte de Côme vers Côme, la porte de Bergame vers Bergame. Or, Barberousse a demandé aux bergamasques de détruire la porte de Bergame, aux comasques de détruire la porte de Côme, aux pavaisans de détruire la Porta Ticinese. Et donc, d'une certaine manière, c'est une sorte d'encerclement symbolique dont la destruction ritualisée du siège de Milan constitue le souvenir traumatique. Donc, ce que l'on voit avec la Porta Romana, c'est au fond non seulement un arc de triomphe qui célèbre la reconquête de la ville par elle-même, mais aussi le moment où les Milanais reprennent pied dans leur propre histoire. Et ce qui est essentiel, c'est qu'elle se donne à voir dans un cadre monumental qui exprime avec solennité la dimension proprement renaissante, au sens de la Renaissance du XIIe siècle, d'une Milan qui s'affirme par la conciliation apaisante d'un souvenir ambrosien rassemblant les anciens ennemis du temps de la Pataria comme une nouvelle Rome. Cette porte
est romaine, dite romaine parce qu'elle mène à Rome, mais elle est romaine aussi parce qu'elle est double, en forme de porte romaine, c'est la seule porte double de Milan, donc elle désigne clairement Milan comme nouvelle Rome. Alors elle est détruite aujourd'hui. Et donc pour comprendre ce que je vais montrer, il faut reconstituer le dispositif architectural de cette porte qui fut rasée en 1793 à partir, par exemple, de cette gravure qui est postérieure de 3 ans à sa destruction. Vous voyez qu'il y a 2 arches, une est murée, et les bas-reliefs dont je vais parler, ils se situent ici, et puis probablement de l'autre côté, mais ça on ne le voit pas. Et puis d'ailleurs ils ont été détruits. Et puis il y a aussi ici une plaque qui désigne effectivement la commande des consuls, et plus haut un autre bas-relief dont je vais dire un mot. Donc déjà, dans le pendentif ici qui sépare les 2 arches, l'arche occidentale de l'arche orientale, on lit l'inscription commémorative précisant que les consuls de Milan ont commandé cette œuvre en mars 1171. Donc c'est une œuvre civile, purement politique. C'est même le premier exemple en Italie, donc en Europe, d'un art communal. Et cet art communal, évidemment, il va employer la référence ambrosienne. Au-dessus est situé un bas-relief qui peut être identifié comme une sculpture infamante de Frédéric Barberousse. C'est un personnage barbu qui porte un sceptre fleuri, vous le voyez mieux ici dans ce dessin du XVIIIe siècle, qui est vêtu d'un long manteau et d'une tunique courte, qui recouvre en partie ses jambes croisées, ce qui est une marque d'infamie, et qui est jambes croisées surmontant un dragon. On discute d'ailleurs encore de l'interprétation de cette image qui mêle à la fois les signes de la souveraineté à leur inversion parodique. Je dirais que c'est une sculpture infamante qui, au fond, représente Frédéric Barberousse aux portes de la ville pour exorciser par la dérision la menace impériale. Ainsi serait retourné contre lui-même le rituel d'humiliation publique infligé à la ville par son vainqueur, dont l'image infamante est repoussée et dans le même temps exhibée hors de la cité. Alors, les bas-reliefs qui nous intéressent étaient placés à peu près à hauteur du regard, ou un peu au-dessus, à 1,90 m du sol, et barrent horizontalement le corps central de la construction. Voilà une reconstitution hypothétique, selon moi, du schéma initial. Le pilastre occidental, vous voyez, ce n'est qu'une hypothèse, puisqu'on ne le voit plus. Il y a deux mouvements. Le mouvement autour du pilier central, qui est le retour des Milanais à gauche et le retour des soldats à droite, les Milanais étant précédés par 2 clercs et les soldats par un mystérieux frater Jacobus. Et ce mouvement entrant, il est doublé d'un mouvement sortant qui est l'expulsion des Ariens. Et on voit qu'Ambroise est là. C'est-à-dire que l'Ambroise n'est pas celui qui accueille, mais celui qui expulse. Il est dans le rôle de la violence, je dirais, du fondateur. Alors, vous voyez le retour des Milanais qui reprennent possession de leur ville, à cheval, à pied, une procession hétéroclite qui chemine sous des volutes, encadrés par des clercs, et celui qui ferme, un qui ferme la marche, un qui l'ouvre, celui qui ferme la marche
est à cheval, et celui qui l'ouvre a une croix processionnelle, et cette entrée des Milanais dans la ville est accompagnée d'une citation très approximative de Virgile, qui souligne la portée religieuse de ce moment où le peuple, regagnant la ville, reprend pied dans son histoire. En louant le Christ, nous revenons dans notre maison. De l'autre côté du pilier central est une scène bien plus organisée, évidemment, bien plus fermement architecturée, c'est le cas de le dire, puisque Jean-Claude Schmitt a montré qu'il y a toute une série, effectivement, de doubles symboliques. Par exemple, les volutes que je viens de vous faire voir, évidemment, elles désignent la fertilité, le retour de la vie, alors que l'architecture de la soldatesque désigne plus durement la hiérarchie auxquelles ils obéissent. Et cette hiérarchie, c'est aussi celle des villes dans lesquelles ils viennent, puisque là, vous voyez effectivement Bergame, Brescia, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont les portes des villes qui ont elles-mêmes assailli Milan, qui sont amenées d'une certaine manière à la reconstruire. Et inversant symboliquement la scène traumatisante de la destruction des portes de la ville par les cités sujettes qu'elle désignait. Et voilà donc les soldats qui rentrent dans Mediolanum, donc et Mediolanum désigne sans doute la Porta Romana elle-même, et ils sont donc précédés de ce frère Jacobus qui a une croix processionnelle lui aussi, mais qui est, vous le voyez, avec une bannière, et donc qui ouvre les portes de la ville. Faisant face, vous le voyez, à cette... donc ça c'est le pilastre central, faisant face exactement à ce personnage, sont les Ariens qui quittent la cité. Ce groupe, 18 personnages, hommes, femmes, enfants, tous pareillement habillés de jupes à bandes verticales, portant dans les bras, sur leur tête, des baluchons, des meubles, des animaux. Ils fuient la ville. Image un peu terrible, d'ailleurs, d'un exode, d'un exil, d'un désordre aussi, qui évidemment fait face à l'ordre militaire. Ils sont chassés, mais ils sont chassés par qui ? Par deux personnages. Il y en a un, toujours un prêtre, et voyez celui-là, avec ce bras un peu bodybuildé quand même, surdimensionné, qui porte un fouet, j'y reviendrai, et c'est lui Ambrosius. Alors voilà qui est quand même tout de même étonnant. Une inscription l'identifie, Ambrosius. Il y a plus loin une autre inscription, Ariani. Et donc, Ambroise n'est pas dans le rôle accueillant de celui qui ramène les Milanais à la maison, les civils d'un côté, les militaires de l'autre, mais celui qui expulse les Ariens. Il est dans ce que j'appelle la violence du fondateur. Fonder, c'est faire violence à la ville, et aussi à soi-même lorsqu'on la fonde. Et d'ailleurs, j'y reviendrai la semaine prochaine, tous les récits de fondation, refondation de la ville de Milan qui sont rédigés à l'époque communale et qui, pour moi, sont comme le double, la réplique de cette hantise, de cette scène traumatique. Parce que c'est ça une mémoire aussi, elle se fonde parfois dans des moments de destruction. Et c'est évidemment ce qui, me semble-t-il, peut nous intéresser dans cette histoire. Et ce qui peut nous intéresser dans cette histoire, c'est évidemment... Alors, vous voyez comment, si on revient si on revoit la scène d'ensemble, Ambroise est donc juste face aux militaires, exactement comme le Carroccio va, à l'époque communale, sanctifier leur armée. Il est celui qui rentre dans la ville, il rentre pas dans la ville, il expulse, mais il est à ce
au seuil. Et il faut prendre très au sérieux cette problématique du seuil symbolique, d'autant plus sérieux que vous vous souvenez peut-être de cette scène où Paulin de Milan prétendait qu'Ambroise, ne voulant pas être évêque, avait fui la ville par la Porta Ticinese et qu'il y avait été ramené précisément par la Porta Romana. Tous les chemins mènent à Rome, et il est ramené effectivement dans le giron de la ville. Mais maintenant, il y a effectivement cette question de ce passé qui revient. Alors on comprend très bien pourquoi il revient. C'est très facile de saisir que à ce moment-là, l'expulsion des Ariens et d'une manière générale la désignation de l'hérésie arienne comme hérésie impériale, puisque les Ariens, effectivement, c'était, au fond, avaient été soutenus par des empereurs, et donc elle est parfaitement disponible pour désigner l'ambition politique des Milanais, mais il y a quelque chose de beaucoup plus embarrassant, puisque, regardez, donc ça c'est effectivement l'opposition, vous voyez, symbolique entre les créneaux et les volutes, mais vous voyez quel est l'autre, ici il y a marqué Ambrosius et Ariani sur le premier linteau, mais la grande inscription, ici, Ambrosius celebs Iudeis abstulit edes, dit ceci: Ambroise, le célibataire. Tiens, pourquoi le célibataire? Précisément parce qu'on sort de la crise de la Pataria, dont l'enjeu c'était la simonie et le nicolaïsme. Donc on vient de fonder, du point de vue disciplinaire, le célibat des prêtres. Donc c'est un rappel effectivement de la lutte précommunale de la réforme de l'Église. Ambroise, le célibataire, a chassé, il n'y a pas marqué Ariani, il y a marqué Iudeis, les Juifs, de leur maison. Ambroise, le célibataire, a chassé les Juifs de leur maison. Voilà, effectivement, qui est beaucoup plus embarrassant. Pourquoi les Juifs? Que viennent faire les Juifs ici? Qu'Ambroise apparaisse comme un saint combattant qui assume énergiquement le devoir de violence, qui, comme on l'a dit, est l'héroïsme même du refondateur, que ce premier combat soit toujours à recommencer, qu'il concerne la pureté de l'Église. Voilà effectivement ce qu'on comprend dans l'inscription Ambrosius Celeps. La question du célibat des prêtres n'est pas encore résolue d'ailleurs à ce moment-là. Que cette libertas de l'Église soit aussi la libertas de la commune. C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Mais quelle est cette confusion entre les Juifs et les hérétiques? Vous me direz, elle est tristement banale. Dans ces années 1160-1180, qui est le moment, comme Dominique Young-Aprah l'a montré, de construction discursive de l'hérésie qui confond dans une même opprobre la lutte contre les Juifs, l'antijudaïsme, la lutte contre la croisade et la défense contre de l'orthodoxie. On sait aussi très bien que c'est un moment de persécution des Juifs, premier baptême forcé, premières expulsions, première violence contre les Juifs à Milan, qui date précisément de cette violence, de cette période. Oui, mais alors attendez, c'est nouveau ça? J'avais dit qu'on jouait avec uniquement les cartes qu'on avait en main, où est disponible le souvenir d'un Ambroise qui est énergiquement anti-judaïque. Eh bien, ça l'est disponible,
puisque Ambroise, le lutteur infatigable contre les ennemis de l'Église, peut être assez aisément enrôlé dans les combats de l'antijudaïsme médiéval. Le texte essentiel, c'est celui dont nous avons parlé la semaine dernière, la lettre 74, datant précisément de décembre 388, par laquelle Ambroise conteste violemment la décision de l'empereur Théodose qui avait ordonné à l'évêque de Callinicum, situé sur l'Euphrate, de reconstruire la synagogue incendiée par ses ouailles. Vous vous souvenez peut-être de ça, c'est un moment décisif. Donc, des moines un peu excités ont incendié une synagogue. L'empereur Théodose ordonne à son évêque de reconstruire à ses frais la synagogue, et c'est Ambroise qui s'oppose à Théodose pour effectivement lui reprocher d'avoir protégé les Juifs. Donc c'est disponible, cette histoire. Elle est disponible et elle va être constamment réemployée durant toute l'histoire, à certains moments, pas dans tous les moments, mais à certains moments. Et regardez d'ailleurs cette figure du fouet qu'Ambroise énergiquement brandit. Alors, le fouet, évidemment, il y a toute une interprétation théologique, puisque c'est un fouet à 3 brins, donc c'est évidemment la théologie trinitaire, et puis dans son serment contre Auxence, Ambroise dit il vaut mieux chasser les infidèles avec un fouet qu'avec une hache. Bon, d'accord, donc c'est plutôt un signe de mansuétude, mais vous voyez que c'est précisément au même moment, au XIIe siècle, que dans la basilique Sant'Ambrogio, pour la première fois, Ambroise est représenté avec son fouet, que le fouet va devenir son attribut symbolique, comme on dit, qu'il va être réemployé dans toutes les appropriations de la mémoire dont on nous aura à parler, la fameuse bataille de Parabiaggio, dont on parlera lorsqu'on sera à l'époque seigneuriale, même lorsque Ambroise prend de l'âge et un petit peu de bide, comme vous le voyez, il est plus assis, plus solennel, mais enfin il a toujours son fouet, et dès que l'occasion se représente, comme au temps de la contre-réforme, eh bien Ambroise revient. Et il revient avec cette figure agressive. Et ça sera la dernière séance, ou quasiment, le héros de la contre-réforme. Mais pourquoi m'arrêterai-je là, d'ailleurs? Et pourquoi, puisque c'est toujours visible à Milan, précisément face à la cathédrale, pourquoi ne pas faire voir aussi ce bas-relief d'époque fasciste, où Ambroise est là, avec son fouet, il foule les ennemis, et à ce moment-là, l'assimilation entre les Ariens et les Juifs est encore toujours disponible. Un mot pour terminer. Ambroise nomme le spectre qui revient, celui qui fut, mais celui aussi qui agit en son nom, qui rejoint la légion des nouveaux Ambroises. Nous la peuplerons, nous la compléterons encore la semaine prochaine. La semaine prochaine, je reviendrai sur cette histoire spectrale, celle des revenants. J'y reviendrai parce qu'il s'agira de passer la porte et d'entrer pleinement dans la cité communale. Je vous remercie de votre attention.